Donc ça, c'était ça. Ça, c'était un peu le début des vacances tranquille. Mais je savais que j'avais un gros plat de résistance qui arrivait après. Qui arrivait après. Qui était... j'avais prévu ça depuis longtemps. Alors peut-être que certains ne suivent pas sur Instagram ou quoi. Mais je suis parti en expédition une semaine en Norvège à bord d'un bateau viking. Et ça, messieurs, dames, c'était exceptionnel. Alors, comment ça s'est fait? Pourquoi? Etc. Qu'est-ce qui est pas ça? En gros, si vous voulez, c'est des gens qui s'appellent les bâtards et qui font depuis des années et des années créent depuis des années et des années des bateaux vikings. Et donc, ils font chaque été une expédition en Scandinavie. Ils ont déjà fait au Danemark, ils ont déjà fait en Suède. Et là, ils partaient des îles Lofoten, donc les îles Lofoten qui sont à l'extrême nord de la Norvège, dans le cercle arctique, jusqu'à Bergen, donc qui se trouve à l'ouest de la Norvège. Ils font un mois d'expédition et ils me proposent et ils me disent est-ce que ça te dit de participer à cette expédition, une semaine, de venir avec nous, voir à quoi ça ressemble, etc. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas? En vrai, ça pourrait être bien. Moi, je suis jamais allé en Norvège. Je suis allé encore moins en Norvège sur un bateau viking. Donc, allons-y, quoi. Et donc, j'ai filmé quelques petits trucs pour vous. Je vous ai ramené des images, quoi. Ouais, c'était pas mal. Donc ça, c'était notre bateau. Oh là là, incroyable. Oh là, ça, on s'était arrêté un petit... Alors, du coup, j'ai juste compilé les images. Elles sont pas forcément dans l'ordre ou quoi que ce soit. Juste, c'est les images qu'on a compilées le plus possible. J'ai compilé le plus possible. Donc ça, c'était notre équipage. Ça, c'est... alors, comment est-ce que je me suis retrouvé là-bas? C'est notamment avec ce monsieur, donc, qui s'appelle Alex, qui est le cadreur et co-réalisateur du documentaire sur Omaha Beach qu'on a fait ensemble. Et donc, qui est le cadreur aussi pour les bâtards et qui gère leurs réseaux sociaux. Et donc, il m'a dit, ça te dit de venir avec nous et tout. Donc, j'ai dit, grave. Et donc voilà. Ah, mais là, ça sera plus tard. Donc voilà. Oh, j'ai mis toutes les images que j'avais, je les ai compilées comme ça. Je suis vraiment un âne, mais bon, au moins, vous avez l'idée, quoi. Donc ça, c'était un drakkar, donc il s'appelle le Battarfjord. Donc c'est un bateau qui fait 11 mètres de long. Si vous voulez, on avait là les caisses de matériel, de nourriture notamment ici. Là, on avait les sacs de rangement qui étaient des sacs, évidemment, vous imaginez, complètement imperméables. Et donc l'idée, c'était que tous les jours, on faisait plusieurs kilomètres, donc du coup en mer, plusieurs nautiques. Et l'idée, c'était qu'on arrive le soir, on mette le bivouac en place et on s'installe, on met les tentes et puis on dort sur place et on repart le lendemain matin après avoir pillé les tentes et tout ça, quoi. On faisait du cabotage, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, eux vont sortir une grosse vidéo documentaire pour récapituler ce qui s'est passé sur cette expédition. Mais l'idée, c'était qu'on fonctionnait par quart, donc c'est comme ce que vous avez sur des bateaux militaires, par exemple. Quand tu fonctionnes par quart, oh là, mais c'était incroyable. Bref, revoir ces images, c'est trop beau. Et en fait, ça fonctionne par quart, si vous voulez, où vous avez une personne vous avez une équipe qui fait la navigation, une autre équipe qui est en attente et une autre équipe qui est complètement au repos. Et donc, tu tournes tous les 2-3 heures. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionnait puisqu'on ne navigue pas 24 heures sur 24. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi? C'est que eux, ils ont un objectif, les bâtards. Ils ont un rêve, en vrai, parce que c'est un rêve actuellement. C'est de faire Toulouse-New York avec leur prochain bateau qui fera 28 mètres de long. Et là, ce sera une autre limonade parce que ça veut dire que 28 mètres de long, ça va être 30 membres d'équipage qui doivent être formés. Il y aura plusieurs jours sans toucher terre. Je crois que le plus long segment sans toucher terre, c'est notamment ils vont passer entre les Faroé et le Groenland. Ce sera 7 jours de mer sans toucher une seule fois terre. Autant vous dire qu'il faut des gens bien formés. Et donc, c'était aussi un peu l'idée de tester les gens, voir comment est-ce que chacun réagit en mer, etc. Et c'est hyper intéressant parce que, au-delà des paysages, moi, c'est la première fois que je voyageais comme ça sur un bateau. Et c'est une expérience exceptionnelle, rien qu'en termes de connaissance de soi et de voyage, parce que, je sais plus qui disait ça, mais en fait, voir la mer, ça te rend tout de suite presque philosophe, quoi. Ça te fait réfléchir. Moi, j'ai passé des heures à juste regarder la mer, quoi. À regarder la mer bouger, à venir sur le bateau. Parfois, elle était un peu plus démontée que d'autres. Ah oui, il y en a un qui était
qui avaient un peu le mal de mer au début. Bon, voilà, quoi, effectivement. Il y en a qui se sentaient pas très bien au début du voyage. Bon, ça arrive, ça arrive. Ça rend des philosophes ou balades, ça dépend. Et c'est génial parce que quand t'es sur un bateau, pendant des heures, en fait, t'es obligé de discuter aussi avec les gens qui sont autour de toi. Moi, je connaissais personne. Et du coup, ça a été des rencontres, mais de fou, parce que t'as des heures devant toi pour discuter avec des gens, apprendre à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quel est leur parcours, discuter de sujets, de choses et d'autres. Et c'était tellement passionnant, c'était tellement bien, quoi. Le voyage de paysage, mais aussi le voyage avec les gens que tu rencontrais. On avait Olivier, 51 ans, médecin, qui nous racontait sa vie de médecin à Toulouse. On avait Tonio, qui lui a un parcours, parti vivre en Nouvelle-Zélande, en Espagne, qui vit aujourd'hui en France, qui fait une reconversion pour travailler dans le bois, et qui du coup travaille avec les bâtards sur leur bateau. Il y avait, il y avait tellement de gens avec des parcours et des moments de vie différents, une façon de voir le projet bâtard différemment. C'était génial. Et il y avait Xav, il y avait le Xav bien sûr, il y avait Xavier, trop cool, qui lui connaît Twitch, on regarde beaucoup du coup on parlait de Twitch un petit peu, on parlait de versus fighting, enfin c'était humainement c'était un voyage mais trop bien quoi, c'était fou. J'avais l'impression de faire une colonie de vacances, un peu tu vois, parce que c'était assez tranquille, c'était pas non plus si intense que ça en termes de navigation parce qu'il y avait pas beaucoup de vent, mais du coup on avait le temps de discuter avec chacun et c'était trop stylé. C'était génial. Et il y avait aussi un petit rituel que moi j'aimais beaucoup sur le bateau et qu'on a pas mal fait. C'est que le capitaine Thomas, donc, qui est un peu le meneur du projet en ce moment, adore quand les gens prennent le temps de lire un livre et d'en discuter. Et on en discute et tout. Et c'était trop bien. Donc en fait, moi je lisais le bouquin et on était 4-5 autour, c'était 4-5 autour de moi et on lisait le bouquin au fil de l'eau et on discutait de ce qui était dit dedans, de ce qui pouvait, qu'est-ce qu'on en pensait et tout. Et c'était trop stylé. Et par exemple, on lisait un bouquin sur l'histoire de l'Écosse et du peuple écossais, de l'indépendance de l'Écosse, l'autonomie, le rapport à l'Angleterre. Et donc, on parlait évidemment, on parlait à ce moment-là de politique écossaise, qu'on en pensait. Enfin bref, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Ah ouais, ça se moque des Parisiens et ça reproduit un café philo de 5e. Bah grave. Bah de ouf. Et je m'en fous si ça paraît ça, mais en vrai, c'était trop bien. Et ouais, c'était café philo de 5e, mais c'était régalade. On pouvait faire ça pendant des heures en plus. Et le nom du bouquin. Mais alors, le nom du bouquin, c'était quoi je pense que si la fille est dans le coin, il pourrait le dire, mais. Mais merde, c'était quoi En fait, c'est une série de bouquins où en fait, c'est un journaliste ou une journaliste qui prend le temps d'étudier le lieu où elle est et qui prend le temps en fait de l'étudier et qui, on va dire, va faire une synthèse du pays, politiquement, culturellement parlant. Putain, mais demande la fille, c'était sur le bateau, il y a Anne-Laure qui est là encore. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est une série de bouquins, ils l'ont fait sur l'Écosse, il y a eu aussi sur la Bretagne, il y a eu sur l'Irlande, enfin bref, il y a tout c'est des tout petits livres, hein, c'est pas très grand, mais du coup c'est bien. J'aime pas les livres, mais je sais que tu sais pas lire de toute façon. Il me faut cette série. Mais bref, c'était vraiment chouette. Et donc pour la bouffe, comment ça se passait ? Et ben en fait, on avait des caisses de nourriture, on faisait les courses très régulièrement. On était 11 sur le bateau, donc il fallait faire les courses relativement régulièrement. Il y avait du coup des gens qui faisaient à manger. Enfin, du coup, on tournait sur les postes. Hein. Après, il y en a qui prenaient plus d'initiative que d'autres, mais de préparer à manger pour tout le monde. Pendant que d'autres montaient les tentes. Et pendant ce temps-là, certains montaient les tentes. Donc voilà, on essayait de se répartir un petit peu les tâches selon chacun. On faisait le petit-déj sur le bateau. Comme ça, on partait le plus vite possible et voilà. Donc, tu vois, on avait un système de caisse comme ça qui était qui prenait pas l'eau et qui nous permettait comme ça de pouvoir transporter notre bouffe un peu partout. Ça, c'était cool. Donc ça, c'était la carte de navigation. Donc ça, on faisait notre navigation sur l'iPad tous les jours et ça permettait de se dire, ok, on va cartographier ce qui se passe. On va aller là, il faudra faire attention. Donc du coup, j'ai appris la navigation avec notamment tout ce qui est balises, piquets pour éviter de taper sur les hauts fonds, le sens de navigation dans les chenals, savoir sur le GPS, voir quand est-ce qu'on a le bon tirant d'eau ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut pas passer parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Même si on était sur un drakkar et la force de ce genre de bateau, c'était évidemment de pouvoir passer à peu près n'importe où, mais il faut quand même vérifier. Et ouais, c'était un banger, incroyable.
Compliqué pour un peu de pêche. Bah, y en a qui ont pêché. Moi, j'ai pas pêché, mais il y avait, vous voyez, là, il y a une ligne que vous voyez là, en dessous, là. Hop. Il y avait une ligne et ça a remonté du poisson. Hein. Ça a remonté du poisson de fou. Hein. Putain. C'est moi, je suis à la barre. Ouais. Vous avez déjà, vous, été à la barre d'un bateau viking ou pas? Ouais, moi je l'ai fait, pas envie de tirer la couverture à moi, quoi, mais effectivement, ouais. Ouais, j'ai déjà, ouais, effectivement, ouais, c'est moi qui pilote, ouais, là. Donc là, on refaisait des, Putain. Ça, c'est des trucs putain. Ça, c'est Alex qui est en train de découper un morceau de bois parce qu'on avait besoin de, comment dire, bah, je vous allez voir là juste avant. Ah. Je sais pas si on va voir. Mais bah, c'était pour le gouvernail en gros. Parce que c'est ce que je tiens là, c'est une barre en bois, il en faut plusieurs parce qu'elles peuvent péter. Elles peuvent péter au niveau du point de jonction, donc il en faut plusieurs. Voilà, donc lui, il était en train de gérer ça. J'ai cru qu'il allait se couper la main, mais bon. Il fait peur en coupant vers sa main. Oui, mais écoutez, c'est des professionnels, hein, donc vous en faites pas. Trop chiant. On supporte. Une belle barre, bien sûr. Alex, il désosse le banc sur lequel il s'assoit. Ah bah, il va le désosser, là. Donc là, voilà, ça faisait la bouffe. Putain, là, c'était trop bon. Ça, c'était une préparation au curry avec le poisson qui avait été pêché la veille. Ouais, on vivait comme ça, ouais. On vivait de ce qu'on pêchait, ouais. Qu'est-ce que je dis, là? Je sais pas ce que je dis. Attendez, c'est peut-être dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est montré hyper investi dans la chaîne. Oui, après, ça rapproche aussi. Hein. Ça rapproche vachement pour le coup. Tout ce genre d'aventure. Ambiance chasseur-cueilleur. Exactement. Et donc, bien sûr, le meilleur spot du bateau pour s'asseoir, c'était à l'avant. Tu pouvais t'asseoir à l'avant, là. Enfin, c'était... J'étais bercé au fil de l'eau. Je vous l'ai dit. Bercé au fil de l'eau. Ils ont kiffé tes crêpes. De ouf. Oui, j'ai fait des crêpes aussi, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, là? Putain, regarde-le. Et là, je vois que j'ai plein de crème solaire sur ma gueule et je suis en mode putain de merde. Et donc c'est ça, l'activité livre, l'activité lecture. On voit pas le truc du bouquin. Merci beaucoup Isoka, merci pour le sub tiens 1. Tenir la barre, ça rapproche, bien sûr. La rare opulence des plafonds dorés, des sculptures, des vitraux. Ça, c'est vraiment le club lecture, ça me bute. Mais c'était trop bien. Et on s'est régalé. Et 20e siècle, grâce au commerce international, aux colonies britanniques et aux profits générés, notamment par le tabac, le sucre cultivé par les esclaves dans les plantations de l'autre côté. C'était le stay où... Là, je faisais des plans pour les trucs Insta. C'est pour ça que c'est des trucs qui se répètent. Merci beaucoup, Lunarov. Merci beaucoup. Donc ça, c'était la partie pour tenir le bas de la voile. On n'a pas eu beaucoup de vent, malheureusement. Du coup, on était pas mal au moteur. Parce que, en fait, normalement, dans des expéditions de voile, t'as pas d'impératif d'endroit où arriver. Sauf que comme il y avait des changements d'équipe toutes les semaines, il y avait des points de rendez-vous qui étaient donnés à ces gens-là. Et pour éviter de leur dire d'atterrir à 300 km de là où est-ce qu'on arrivait, il fallait qu'on tienne certains délais. Et donc, pour tenir ces délais, il fallait qu'on avance au moteur. Donc, il y avait des fois où on avait de la chance de faire que de la voile. D'autres fois, on était malheureusement un peu au moteur. Petit moteur électrique, donc ça faisait pas de bruit du tout. Ça, c'était agréable. Merci beaucoup, Gremlins. Merci, Gacha. Mais du coup, on était obligé de recharger souvent. Mais... Comment t'aurais pu faire en 4000 ans avec Jésus-Christ? Bah, en fait, le truc, c'est que t'avais du temps. Et c'est-à-dire que 4000 ans avant Jésus-Christ, bien sûr, on a bu des énormes bières. Putain, faudra qu'on parle des Norvégiens. En fait, du coup, t'avais du temps. Et ce que faisait par exemple Magellan, c'est que des fois, il restait plusieurs mois à un endroit avant que la météo soit favorable. Autant vous dire qu'on n'avait pas plusieurs mois avant de repartir du côté de notre expédition. Mais pour vous dire, les Norvégiens, c'est la première fois que j'allais en Norvège. Déjà, c'est un pays extrêmement sûr, c'est-à-dire que les gens sont... Enfin, c'est-à-dire que tu peux poser un téléphone quelque part, personne ne te le volera. Déjà, ça, c'est assez fou. Mais c'est assez rigolo parce que les Norvégiens sont quand même très froids de prime abord. C'est-à-dire que quand tu leur dis bonjour, t'as l'impression qu'ils te détestent. Mais c'est un truc de fou. Par contre, c'est des gens, mais ils ont vraiment la main sur le cœur. Non, mais c'est-à-dire que tu leur parles 1 minute, les mecs sont prêts à t'aider, mais pour tout. Genre, par exemple, on arrive dans un port, on se retrouve à discuter avec un certain Andreas. Andreas est joueur d'échecs, est sur Twitch,
et fait de la boxe. Enfin bref, c'est fou. Ça me dit. Bref, c'était fou. Non, c'est faux. Mais Andreas, en tout cas, Andreas a pas l'air trop sympa de prime abord. Mais on lui dit, Andreas, on a besoin de faire des courses. Où est-ce que vous pouvez peut-être nous amener est-ce que vous savez où il y a une supérette? Il nous dit ouais, il y en a une, mais elle est à 10 minutes, elle est à 15 minutes en voiture. Du coup, on fait 15 minutes en voiture, on imagine que ça va être long à pied. Mais il dit mais non, mais je vous emmène. Et je suis en mode quoi? Et du coup, le mec, on dit bah vas-y, du coup, on va prendre les courses, on y va. Le mec nous amène en voiture à 15 minutes pour aller faire les courses avec nous. Et il nous dit est-ce que vous voulez que je vienne avec vous pour vous traduire les étiquettes? Et je lui dis bah pourquoi pas. Et donc en fait, il vient avec nous pour pouvoir dans le magasin et il fait les courses avec nous pour pouvoir un peu nous dire oui ça c'est ça, vous cherchez quoi comme type de bouffe, etc. Bien sûr évidemment tout le monde parle anglais parfaitement évidemment et donc il te dit oui ça c'est ça, prenez ça machin. Le mec revient avec toi, il te ramène et après il se casse. Il y a pas de truc en mode le mec se casse, c'est-à-dire c'est juste, voilà, j'espère que ça vous a aidé, je vous souhaite un bon voyage et puis à bientôt, quoi. Et t'es en mode, merci Andreas, merci d'avoir pris 1 heure de ton temps pour des illustres inconnus que tu ne verras jamais de ta vie. Mais et il y a plein de gens comme ça, quoi. Bon, je vous laisse, on arrive à Bergen, on n'a pas envie de payer la grue, donc on va ramer pour montrer à Contrim qu'on est des vrais. À bientôt la fafa. Salut Alex qui est en sueur sur le bateau, hein, bien sûr, Alex, la fise. Il vous fait un programme de prise de masse, il est nutritionniste. Non, mais c'était fou. Et tous les gens étaient trop gentils comme ça, quoi. Et c'est fou. Et par exemple, par contre, c'est ça ce qui est vrai, c'est que dans les bars en Norvège, si tu n'es pas le vendredi soir ou le samedi soir, il n'y a personne. C'est-à-dire que les mecs ne vont pas au bar si ce n'est pas vendredi ou samedi. Par contre, samedi et vendredi, tout le monde y est et tout le monde se met une énorme timbale. Et ça, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, Grande Culasse. Merci beaucoup pour l'abonnement. Et tout le monde se met une énorme caisse. Et ça, du coup, ah oui, ça c'était incroyable. Ça, on avait. Alors, vous voyez pas, c'est Arnaud, donc Arnaud qui était membre de l'équipe. Arnaud, est-ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de désinhibé? C'est-à-dire que Arnaud, si vous voulez, c'était celui qu'on envoyait en éclaireur pour aller voir les autochtones norvégiens et pour leur demander à chaque fois des services ou ce genre de choses. Et à chaque fois que Arnaud revenait, je vous jure que c'est vrai, il nous disait « Les gars, c'est bon, on a un terrain où dormir, on a un endroit où manger, on peut aller boire un verre là-bas si vous voulez. Il y a un jacuzzi qui est disponible de l'autre côté du port. Si vous voulez, il y a une supérette qui peut ouvrir spécialement pour nous, là, dans 10 minutes, si on veut y aller maintenant. » Mais le mec c'était le négociateur. C'était le négociateur de l'équipage. Et il était trop fort. Et du coup, Arnaud finit actuellement sa... Ah oui, il faut que je vous dise aussi, bien sûr, sur cet équipage, il n'y avait bien sûr que des tronches. Hein. Il y avait Thomas, qui lui est ingénieur, bien sûr, ingénieur et qui a une boîte dans le bois. Il y a des mecs qui ont des doctorats, il y a des mecs qui bossent à TSE, je crois. C'est le truc de réseau électrique, mais en mode très très haut. Arnaud est évidemment en train de finir sa thèse d'économie. Voilà, donc il y a quand même que des mecs un peu concombres qui font club lecture de 5e, mais qui ont tous une thèse, quoi. Donc, à RTE, c'est ça, ils bossent à RTE. Donc voilà. Donc là, on montait la tente de nuit, hein, bien sûr. On était où? Ah oui, ça, on était le long d'une route. Ah oui, c'est vrai qu'on dormait le long des routes des fois, ouais. Là, on montait nos tentes et on dormait, on dormait un peu collés serrés les uns aux autres, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a moi, bien sûr, évidemment. Donc il y avait beaucoup de tronches dans l'équipage. Théo, ça va nous filmer, on devrait me foutre là, putain de merde. Mais je travaille. Hein. Ouais, je vois ça. Olivier, tu tiens ma carte. Oh là là. je travaille. Vous avez vu ma répartie ou pas? Alors, hein? Vous avez vu ma répartie légendaire? Je travaille. Oh là là, quel bouffon. Le retour enfin à quelques jours de la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Bon retour, tu as pu suivre les matchs. On va venir, vous inquiétez pas, on va parler rugby et tout. Là, j'ai trop de trucs à vous raconter. Merci beaucoup BG, merci pour le 40e mois d'abonnement. Là, c'était nos petits déjeuners sur le bateau. Franchement, et donc oui, on a pêché un peu. On a pété la ligne un jour à un moment donné. À un moment donné, on a quelqu'un lâché la ligne, on est obligé de la récupérer. Oh là là, ça c'était incroyable aussi. Oh là là, ça c'était fou. Ça, faut que je vous en parle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore une fois, un coup d'Arnaud, hein, notre négociateur. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive près d'un port
Et on voit des F-35, donc norvégiens, mais qui sont des F-35, c'est des avions américains, mais qui ont été achetés par la Norvège, voler au-dessus de nous. Mais ça fait du bruit, hein, les F-35, c'est-à-dire qu'on est en mode, mais what the fuck, il y en a plein et tout. Bref, on arrive là, et on rencontre un monsieur. Et en fait, on se pose au port, on arrive, on mange, et là, on rencontre ce monsieur-là que vous voyez avec le crâne chaud. Il dit oui, bonjour, je suis le propriétaire du bar, machin, vous faites quoi? Est-ce que ça intrigue beaucoup les Norvégiens en fait de voir des mecs avec un dracard? Déjà, ils disent mais du coup, vous êtes Norvégien? Non, non, on est français. Ils font ah putain, ok, stylé, mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la culture norvégienne et tout, bref, voilà. Et en fait, ce mec-là, on apprend qu'il est journaliste, c'est un journaliste très connu en Norvège. Il a écrit notamment un bouquin sur Sea Shepherd, dont j'ai plus le nom malheureusement. C'est un journaliste très très connu qui a notamment bossé sur ce qui s'était passé en Libye lorsque vous savez Sarkozy avait fait bombarder, enfin la France avait bombardé la Libye et tout machin. Il avait bossé là-bas. Il bosse beaucoup dans des grands journaux dans des gros journaux norvégiens. Et il nous explique qu'il a racheté cet endroit. Donc je suis en train de filmer depuis tout à l'heure, qui est un bar dans ce petit village. Hein, finalement, c'est minuscule. Et il nous explique que ce bar. Alors peut-être qu'il y a des plans un peu à côté. Je sais pas où est-ce qu'on pourra voir peut-être. Voilà, ici. Donc dans ce bâtiment, est-ce que je vais réussir à vous montrer le bar? Ce serait bien quand même, voilà. Voilà, ce bâtiment. Et en fait, ce bâtiment, c'est un bar aujourd'hui, mais à l'époque, il nous explique que pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats soviétiques ont été emmenés ici et ont été emprisonnés dans ce bâtiment pour pouvoir construire à côté le fameux aéroport où aujourd'hui qui est aujourd'hui le plus grand aéroport militaire de Norvège. Et en fait, c'est un lieu ici là où on se tenait où ont été enfermés tous ces soldats soviétiques. Il y en a une 50aine qui sont morts pendant les travaux. Ils ont construit aussi la digue au niveau du port et il nous a montré du coup des effets personnels qui leur appartenaient, des cuillères, des chaussures et c'était ouf, c'était improbable de se trouver là quoi. Emprisonné par les Norvégiens. Non, par les Allemands qui occupaient le territoire à ce moment-là. Et bref, c'était ouf. C'était ouf. Et donc il nous a montré ce lieu-là. Après, il nous a amené à une autre cabane. Il nous emmène, il dit ouais, bah si vous voulez, j'ai un pote à moi, il a une autre cabane plus loin. Et on arrive dans une cabane, ouah, c'était la boutique à chanclettes. Il y avait plein d'objets partout. Et il y avait la veste. Et je vous dis que le mec était allé en Libye, c'est pas pour rien. Il y avait la veste du fils de Kadhafi qui était posée au milieu de la pièce, sur une chaise. Il y avait la veste du fils à Kadhafi. Il dit oui, bah ça je l'ai récupéré pendant qu'on était dans le palais de Kadhafi, quand on est allé quand en gros ils ont été bombardés, que Kadhafi a quitté son palais en Libye. Et bah j'ai retrouvé cette chemise qui appartenait au fils de Kadhafi. Enfin bon bref, c'est improbable, complètement improbable. La petite coca, il nous offre le petit coca tranquille et donc voilà, c'était ce mec là. Très sympa. Non bref, il nous est arrivé des trucs mais improbables. Et ça, c'était grâce encore à Arnaud qui avait rencontré le mec, qui avait discuté avec lui. Enfin, c'était que des aventures. Que des aventures de fou. Ah, il y a des moments où c'était un peu la croisière s'amuse. Hein. Ah, mais la voile, elle est magnifique. Ça, c'est leur logo qui est imprimé sur leur voile. Oh, c'est zing. Dieu, vraiment bas, comment ça va? Ah putain, il y a des jours où on a pris la sauce aussi. Hein. Il y a des jours où vraiment ça pleuvait. Ah là, c'était moins marrant. Quand il pleuvait dur comme ça, là, pendant plusieurs heures, on était trempés. Là, c'est des moments un peu plus. Là, tout est un peu plus long à ce moment-là. Les choses mettent plus de temps. Et là, bien sûr, il y a des défis à la con, hein, comme le fait de vouloir aller faire l'aller-retour sur cette poutre. Hein. Alors peut-être. Bougez pas trop le ponton, parce que c'est pas facile. Ça pue la merde, c'est vraiment une idée de merde. Ça pue la merde. Allez, il va le faire, il va y aller. Oh. Ah oui, et Olivier que vous voyez ici, donc qui a 51 ans. Alors Olivier, mais c'est improbable. Olivier a 51 ans. Faut que je vous raconte. Hein. J'arrive le premier jour, lui arrive le lendemain. Au Airbnb, on devait tous se retrouver. Lui, je le vois arriver. Il est les mains dans les poches. Il a pas de sac. Il est avec il est vite fait. Il est habillé léger, tu vois, comme en été.
Et il me dit oui, bonjour Olivier et tout. Je fais bah bonjour Olivier. Déjà, il est beaucoup plus âgé que le reste du groupe. Et je lui dis, bien, bah, t'arrives comme ça, tout seul? Il me fait, ouais, bah, je suis arrivé à Trondheim. Donc, Trondheim qui était à 3h30 en voiture de là où on était arrivé. Hein. Moi, j'avais réussi à choper une voiture pour y aller parce il y avait un système de logistique où il y avait des voitures qui nous attendaient, bref. Je dis, bah, moi, je suis arrivé à Trondheim, j'ai pris un train, puis j'ai fait du stop, et puis voilà, quoi, je suis arrivé là, quoi, tranquille, quoi. Ok. ok. Tu as fait du stop pendant 3 ans dans un pays que tu ne connais pas. Je me dis, ok, bah, très bien. Et en fait, donc Olivier est le médecin réanimateur de la bande. Et il m'expliquait quand il était jeune. Il me disait, ouais, bah en fait, en gros, à la télé, quand j'étais jeune, je vois un gars, il monte des mecs qui montent la Tour Eiffel, qui escaladent la Tour Eiffel. Et je vais voir mon pote à l'école et je lui dis, oh, et je dis, franchement, trop facile de faire ça parce qu'en vrai, la Tour Eiffel, c'est une sorte d'échelle géante, quoi. Et son pote lui dit, ouais, que de la gueule et tout, tu peux pas le faire. Il dit, ah ouais, que de la gueule? Du coup, Olivier a escaladé la Tour Eiffel jusqu'au premier étage. Parce que il était tout seul et il s'est dit, en fait, vous savez, quand vous arrivez au premier étage de la Tour Eiffel, t'as une sorte de dévers qui fait que tu peux pas monter plus haut parce que c'est galère, surtout quand t'es tout seul, tu vois. Du coup, il est redescendu. Mais Olivier, il voulait monter jusqu'en haut. Donc, il a rameuté son frère et un ami et ils sont montés à 3 tout en haut de la Tour Eiffel. De manière totalement illégale. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en bas de la Tour Eiffel, il y a une caméra qui les a vus et ils se sont dit, bon, au pire, on sera en haut de la Tour Eiffel avant qu'ils nous aient grillés. Ils vont pas venir nous chercher tout en haut. Et du coup, résultat, il avait que des histoires comme ça, improbables. Puis après, dans son service, il nous parlait de trucs avec des bouteilles dans le cul. Bref, c'est la vie de médecin dans des services de Toulouse. Bref, une vie à 1000 à l'heure. Une vie à 1000 à l'heure. Monter la Tour Eiffel, messieurs, dames. Et je le dis là, à ce moment-là. Il veut pas y aller là, il veut pas. Le doyen qui soit le plus casse-cou de toute l'équipe, ça me pute. Comment ça, mon ref? Non, mais c'est... Oh là, il va y aller. Parce qu'il a la plus grosse paire de cet équipage, messieurs. Oui, parce qu'effectivement, on est très philosophe aussi. Et oui, c'est des choses les plus triviales qui sortent de ce genre de moment. Il y en a couscousserie. Le couscoussier. Quand on était dans l'eau, quand on avait vraiment la couscoussier. Couscousserie, c'est autre chose, c'est un restaurant. Oui, qu'en fait, quand on prenait la flotte, on disait qu'on était dans le couscoussier. Il y a 45 secondes la vidéo et on n'a pas encore le résultat. Ouais, donc, ça bouge très fort. bougez pas, s'il vous plaît, sur le ponton. Laissez l'athlète se concentrer. Allez, j'y vais. Alexandre. Oh, Alexandre, bien sûr, dans ce nid d'oiseaux de Pékin. De Trondheim, du coup, mais oui. Impose. Ah, il le fait, hein. Quel roi, mais non, mais il est fort. Et tu reviens dans l'autre sens, bien sûr. Faut-il faire le passe au double? Non, pas du tout ça, mais C'est une danse, le passe au top, ça n'a rien à voir avec le fait de faire un doublé, bien sûr. Donc on était avec tous des équipements, bien sûr, de voile qui nous permettaient d'éviter de prendre trop la flotte, même quand il pleuvait beaucoup, donc ça allait. Putain, mais moi jamais je... Mec, oh là là, celui-là il est plus difficile peut-être le retour. Hein. Oh la facilité. J'essaie de faire un peu bouger le ponton, tu vois. Joli. Bien sûr, après on s'est arrêté pour boire une petite bière, bien sûr. Petite bière, trop chaud, non, mais franchement, il est fort. Il est très fort. Et donc oui, pour revenir à Olivier, ah putain, c'est vrai que j'ai une anecdote de fou, c'est que ce qui s'est passé, c'est que du coup, après on a eu la fin de notre voyage, etc. Moi, c'était dans le dernier jour, on a eu j'ai même fait mes petits cookies, on a fait un concours de cookies avec Solène, membre de l'équipage, que j'ai gagné. Ah oui, il faut que je vous explique cette dernière image. Il faut que je vous explique cette dernière image, bien sûr, sous un pont. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Olivier, nous repartions très tôt le lendemain matin. Le lendemain, du coup, on était à Alessund. Et résultat, on s'est dit, vas-y, on dort à l'aéroport, c'est un peu roots, mais comme il est trop tôt le lendemain, enfin, il était très tôt le lendemain matin, l'avion, et j'étais en mode, je suis pas sûr qu'il y ait de navette entre le centre d'Alessund et l'aéroport, donc autant essayer de dormir à l'aéroport direct, ce sera plus simple. On arrive à l'aéroport, on dit, l'aéroport ferme, il faut s'en aller. Je suis en mode, d'accord. Du coup, je suis avec Olivier, notre casse-cou évidemment de 51 ans, et on dit, vas-y, on dort à la Belle Étoile. Ok, why not? On sort de l'aéroport, des trompes d'eau. On se dit, bon, on va essayer de trouver un hôtel pas trop loin. On trouve un taxi. Le taxi nous amène à un hôtel pas trop loin, heureusement, de l'aéroport, sauf que l'hôtel est complet.
Du coup, bah, on dit ah, chiant de fou, comment est-ce qu'on fait? Et évidemment, avec Olivier, on se dit bah, on va demander à aller dormir chez des gens. Du coup, on commence à aller sonner dans les maisons qui se trouvent pas trop loin. Personne ne nous ouvre. Bon, un peu terrible. Et là, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on marche un peu et tout. Et là, on voit ce pont où il n'y a pas de voiture qui passe en dessous. C'est un pont piéton, comme vous le voyez, juste en face de l'hôtel. Hein. Vous voyez la lumière allumée, c'est l'hôtel qui est complet là. La lumière allumée, c'est l'hôtel qui est complet. Et donc, on se dit bon bah on va dormir là. On va dormir sous le pont. Et donc, on a dormi sous un pont. On a dormi sous un pont. Dans notre petit duvet, sur notre matelas gonflant, en Norvège. Voilà. Avec la pluie dehors, bien sûr. Cosy, quoi. Bien sûr. Mais si, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et on a dormi là. Posé, quoi. Ne va pas me dire que t'as mieux dormi que dans la grange en Normandie. Eh ben, je vous jure que c'est vrai. J'ai bien mieux dormi sous ce pont qu'en Normandie quand j'étais en reconstitution. Mais ça va en ce moment. Mais ça va, mais après, bah, on n'avait pas le choix. Mais bon, bah écoutez, j'ai dormi là et puis nickel, quoi. Oui, bah après, bon, bah écoutez, certains n'ont pas trop voulu claquer leur prime. Bah on fait aussi avec nos moyens, quoi. Merde. Et niveau température, ça donnait quoi? Ça va, c'était un doux octobre. Un doux mois d'octobre en France, au niveau des températures. Ouais, mais c'est de la triche, t'as un duvet, un matelas, tu t'embourgeoises. Bah oui, c'est vrai. Non, mais là, en vrai, avec duvet et tout, c'était easy. Le seul truc qui me faisait un peu flipper, c'est quand j'entendais des gens passer, je me disais, bah, j'ai un peu mes affaires dehors et tout, j'ai pas trop envie que quelqu'un se dise, oh, ils dorment, je vais les chaparder. Mais je crois qu'en Norvège, tout ce qui est dormir un peu dehors et tout comme ça, c'est pas le meilleur truc. Donc, si on avait. Ouais. Donc, ouais. Non, mais là, tu vois, j'avais un duvet 5 degrés, pour ceux qui connaissent, donc, et c'était largement suffisant. Je fais un petit sommeil bien chaud. Après, on a pris la navette qui était juste à côté de cet hôtel pour aller jusqu'à l'aéroport. Et après, je suis rentré, et puis basta cosy. Mais non, mais franchement, c'était des vacances. Enfin, c'était 10 jours, mais tellement intéressant. La police n'est pas venue. Non, la police n'est pas venue. Non, ils nous ont laissé dormir sous notre... Après, on était en cuillère avec Olivier, tu vois, tranquille, tu vois. On était collés l'un à l'autre. Non, c'est faux, nous avons fait duvet à part. Effectivement. En cuicui. C'était en cuicui, bien sûr. Are you in cuicui? Mais non, c'était une semaine hyper chouette où tu sors quand même un peu de ta zone de confort et parce que bah moi je sais pas forcément naviguer, je suis pas le plus grand aventurier, voilà, même si ça me dérange pas d'aller bivouaquer et tout, je fais pas souvent ce genre d'expédition et même si tu peux te dire moi ça me dérange pas de faire ça et tout, tant que tu ne le fais pas, tant que tu le fais pas régulièrement en tout cas, c'est quand même des conditions auxquelles t'es pas tout à fait habitué parce qu'il y a de la fatigue. Il faut quand même avoir un caractère qui est relativement simple, c'est-à-dire que en fait, le bateau ou l'équipage d'un bateau reste un lieu quand même relativement clos en fait. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens pendant quelques heures, mais c'est quand même les mêmes personnes qui vont se retrouver ensemble pendant plusieurs jours, qui vont collaborer, qui vont faire des manœuvres ensemble. Et il faut que l'ambiance soit bonne quand même dans ce genre de groupe. Et quand je me disais putain, heureusement qu'on a tous un caractère facile, je repensais à Thomas Pesquet, parce que dans une interview, il disait que quand il sélectionnait les astronautes pour aller dans l'ISS, il fallait trouver des gens qui n'avaient pas d'ego, ou en tout cas des gens qui avaient un caractère facile, qui étaient prêts à écouter les autres, à pas vouloir tout le temps se mettre en avant. Parce que eux, ils disaient, si ça se passe mal, eux, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, et donc si ça se passe mal, bah, on va pas pouvoir se débarrasser de quelqu'un, tu vois. Et sur un bateau, bah, si ça se passe mal à un moment donné, tu vas pas lancer le mec à la mer et te dire, allez, ciao, tu rentres à la nage, tu vois. Donc il faut quand même que ça se passe bien. Donc il faut réussir à avoir des caractères qui vont bien matcher ensemble, qui sont faciles, qui sont prêts à suivre les ordres et tout ça. Et le but, c'est pas qu'on ait une organisation militaire. Tu vois, on n'a pas une hiérarchie qui vient nous rappeler à nos obligations, etc. On est quand même des adultes, tu vois, on est en vacances, relativement en vacances, tu vois. Donc, il faut réussir à trouver une organisation où personne se sent frustré parce qu'il fait trop ou pas assez de choses, mais en même temps, il faut avoir des gens qui soient suffisamment intelligents pour bien s'entendre, prendre leurs responsabilités, écouter le capitaine quand il faut l'écouter. Enfin, c'est une sorte de... faut trouver le bon truc, quoi. Le supplice de la planche. Question peut-être bête, mais comment sont gérés les besoins sur le bateau? Alors, en gros, comment ça se passait? Est-ce que j'ai filmé quelqu'un en train de pisser? Non.
Alors, pour les petites envies pressantes, c'était au bout du bateau. Au bout du bateau, il y avait une sorte de petite... T'allais au bout du bateau et tu pissais dans une sorte de petit truc en plastique que tu jetais à la jaille derrière et voilà quoi. Après, je sais pas si j'ai filmé l'endroit, la proue. Voilà, t'allais à la proue du bateau, tu pouvais pisser dans un petit truc en plastique, tu mettais à la jaille, tu rinçais après le truc quoi. Et après, pour les grosses envies pressantes, bah, c'était direct par-dessus bord. Tu baissais ton froc et hop, direct, cucu par-dessus bord. Donc voilà. Après, bon, voilà. Du coup, ça faisait des hameçons pour la pêche, c'était bien. Ça a créé un peu des points de repère et tout. Ça nourrissait la poiscaille, voilà, c'est l'idée. Non, pour le coup, non. Pour le cucu par-dessus bord, non. Il n'y a jamais eu, en tout cas, d'envie pressante pendant que nous étions en mer. De grosses envies pressantes. Non, mais je rigole, hein, c'était pas vrai. Hein. C'est pas vrai. On mettait pas le cucu par-dessus bord, on chiait pas devant tout le monde, l'enfer. Bah, tu te désapais devant tout le monde, en fait. Et tu chiais, littéralement, à côté de tes camarades. Mais non, on chiait pas l'enfer des types. J'ai trop envie de piller, j'ai trop envie de chier, j'en peux plus. Non, mais attends. L'enfer. Oh, l'ambiance étrange sur le bateau. Oh là 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 là, le bisutage norvégien. Le truc qui flotte et tout. C'est énorme. Ce que vient de chier Olivier est tout à fait énorme. C'est une jambe d'enfant qui vient de sortir de son cul. Oh. Mais non, c'était juste... non, t'attendais d'arriver au port et puis voilà. Mais, non, mais bon. Une petite voile pour masquer Ego. Bah non. Et le PQ, bah tu te torches avec la voile, évidemment. Évidemment. Bouée de repère pour le dropper. Non, mais voilà. Mon Dieu, l'image. Non, mais on attendait juste de trouver des chiottes parce qu'il faut savoir que, en fait, dans tous les ports en Norvège, quand tu arrives, il y a des toilettes et des douches propres. Je ne sais pas si c'est le cas en France parce que je n'ai jamais été dans un port où, tu sais, je faisais du cabotage entre des ports en France. Mais en gros, tu arrives dans tous les ports en Norvège, le plus petit au plus grand port, tu as un endroit avec une douche propre, des sanitaires, une machine à laver et tout ça. Et c'est dans un état nickel. Touchdown Bergen. Ah, bravo la fille. Je parlais de comment est-ce qu'on faisait caca à bord. Tu arrives au bon moment. On peint la voile avec du caca en effet. Voilà, c'était ça qu'on disait. Mais ouais. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura un documentaire de toute l'expédition qui va sortir sur la chaîne YouTube des bâtards. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube. Hop, tac. Je mets le lien de la chaîne YouTube. Si vous voulez aller suivre, comme ça vous verrez ma petite tronche et c'est bien parce que là ça commence à devenir un peu important pour eux parce que comme le projet c'est de faire Toulouse-New York avec leur nouveau bateau dans 2 ans, un an et demi, ça commence à devenir des moments un peu importants parce qu'il faut aussi trouver les gens qui seront à même d'avoir le caractère, l'envie, la motivation de faire cette traversée qui va durer environ 3 mois, si je dis pas de bêtises, hein, la fille, tu m'arrêtes. 3 mois où tu vas être avec 30 personnes sur un navire et passer des ordres sur un bateau. Et ça, je m'en suis rendu compte. Rien que en termes d'histoire, c'était intéressant déjà de voir le comportement global d'un équipage. En plus de ça, de voir comment est-ce que tu fais passer des ordres à bord sur un bateau à voile qui fait 11 mètres de long. Déjà, des fois, il y avait des ordres qui passaient pas bien. Mais alors, imaginez sur un bateau de quasiment 30 mètres de long, avec 30 personnes d'équipage qui doivent monter une voile, la descendre, changer l'orientation de la voile, etc. C'est un délire. Franchement, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est trop stylé et tout. Mais oui, franchement, dire à des gens sur le papier, c'est trop stylé de faire de la voile et sur un drakkar et tout, et c'est trop stylé de faire la traversée de l'Atlantique. Mais je me suis rendu compte du défi que ça représentait. Du défi physique, du défi en termes de navigation, en termes de vie à bord. Parce et surtout que là, il y a des fois, il y a eu quelques jours où les premiers jours, ça a un peu bougé. Mais entre Norvège et Île Fairway, c'est des creux de 7 mètres. C'est des creux de 7 mètres. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, un bateau aussi long que ça. Parce qu'il y a déjà des Norvégiens qui ont fait New York, qui ont fait la Norvège-New York sur un bateau qui s'appelle le Draken.
sur un bateau qui ressemble un peu, on va dire, qui est un peu plus petit d'ailleurs. Merci beaucoup Berzu Kitten. Merci pour l'abonnement. Donc être sur un bateau comme ça, au milieu de la mer du Nord, à tirer des énormes boots. Mais regardez la taille du gouvernail. La taille du gouvernail. What the fuck. Et en fait, il faut qu'il soit énorme le gouvernail parce qu'en fait, on se rend pas compte. Regardez comment il tremble le gouvernail. En fait, on se rend pas compte, mais tout le poids du bateau est sur 7 pièces de bois. Dites-vous que ça, en gros. Quand il faut tenir le gouvernail, regardez comment il tremble. Regardez comment le mec est agrippé au gouvernail sur... Alors moi, déjà, je le sentais sur un petit bateau de 11 mètres. Hein, sur un énorme bateau comme ça. Regarde, le mec, il est... Pour tenir le cap. C'est ouf. Yo, comment il va le pompon? Profite bien des derniers jours de vacances, bro. Dans le froid, l'humidité, l'enfer. L'enfer sur Terre. Alors du coup, il n'y a pas de cale, effectivement, mais regardez, il y a vous voyez, il y a une tente ici, une zone d'habitation. Alors si, il y a une petite cale, il me semble, en dessous quand même. Il y a une petite cale et vous avez une zone où ils peuvent aller se cacher ici, sous la tente, pour pouvoir dormir, faire les quarts et faire tourner l'équipage. Et donc, chacun est accroché, comme vous voyez ici, à une sorte de ligne de vie pour éviter de passer par-dessus bord. Alors, dites-vous que eux le font avec un équipement quand même moderne sur eux, un équipement personnel moderne. Il y a aussi... Enfin, tu vois, pour éviter d'avoir trop froid et tout, mais imaginez les mecs à l'époque quand ils avaient pas ça, quoi. Trop stylé. Oh là là. Oh là là. Dans la mer démontée comme ça là. Oh. Incroyable. Incroyable. Donc eux ils vont faire ça aussi. Avec leur propre bateau qu'ils vont construire là à Toulouse. Et du coup New York, parce que je crois que New York c'est un bel emblème quoi. C'est un peu l'emblème... Ah tu dis que c'est la grande ville américaine de la côte Est. Eh oui ils ont quand même un équipement moderne pour pas mal de choses. Hein, pour même légal t'es obligé maintenant d'avoir des équipements... Enfin, d'ailleurs, tous ces bateaux-là sont équipés d'un moteur. Alors, équipés d'un moteur, pas pour faire forcément la navigation, mais quand tu arrives dans des ports, tu es obligé d'avoir des moteurs pour pouvoir faire les manœuvres. C'est légalement parlant obligé de l'avoir. Et voilà. En plus de ça, il faut aussi avoir un permis pour pouvoir rentrer dans le port. Enfin, il faut que le capitaine ait un permis international. J'ai plus le nom exact de ce permis-là, mais Thomas est en train de le passer pour pouvoir rentrer dans les ports canadiens et américains. Parce qu'en France, nos permis ne sont pas reconnus dans ces ports-là. Donc, il faut passer un permis anglais qui est reconnu à l'international et donc il faut que tu fasses un certain nombre de milles nautiques, un certain nombre de régates, il faut que tu fasses voilà, quelques types de manœuvres, après que tu passes une sorte d'entretien, de permis où tu dois montrer que tu sais gérer un bateau à voile. Parce qu'en France, on n'a pas besoin de permis pour avoir un bateau à voile, mais quand même, on est obligé d'avoir... Mais comme du coup, il y a des moteurs sur ces bateaux-là, à l'international, tu es quand même obligé pour les assurances, pour les autorisations légales, administratives, tu es obligé d'avoir certaines habilitations. Tu peux pas juste te dire « Non, mais je sais faire ». Donc voilà. Et Laurie, est-ce que tu t'es trouvé une femme dans chaque port? Bah dans les ports norvégiens, c'était assez... Il n'y avait pas grand monde, hein, c'était des petits ports. C'était des petits ports. Donc ouais. Des petits ports... Non, des petits ports. Le PORT, bien sûr. On peut voir le bateau quelque part à Toulouse. Alors il est dans le centre de Toulouse. Pour les Toulousains, sachez que les bâtards, je vous invite à suivre leur réseau parce que je sais que les bâtards vont se mettre bientôt à la recherche des membres d'équipage. Déjà, c'est une association très active. Ils sont au centre de Toulouse. Alors comment ça s'appelle? Ils sont sur les... Putain. Il y a un endroit où il y a des anciens chantiers navals de bateaux fluviaux qui sont classés monuments historiques et eux, ils sont en train d'investir ces lieux-là. Le Cal du Radoub, voilà, merci beaucoup Scadouche. Donc ils sont au Cal du Radoub, c'est plus ou moins au centre de Toulouse si je dis pas de bêtises.
Et en fait, il y a toujours besoin de monde parce qu'ils vont commencer vraiment le bateau. Donc, si vous voulez vous former un peu au bois, au travail du bois, vous pouvez aller les voir. Il y a souvent des portes ouvertes qui sont organisées pour rencontrer l'équipe et pour pouvoir se greffer au projet. Vous pouvez aussi, je sais qu'ils vont encore faire des sessions d'entraînement sur des plus gros bateaux que celui qu'on a fait cet été pour pouvoir essayer de trouver un peu les membres d'équipage qui pourraient avoir envie de faire cette traversée, pour les former aussi on va dire à la voile. Donc franchement, ils sont très très accueillants. Plus il y a de mains de toute façon pour ce projet, mieux c'est. Donc n'hésitez pas si vous avez envie quoi. Donc voilà. Redonne le nom. Alors je vous mets le lien de leur Instagram aussi. Si vous voulez aller les follow, c'est là où ils font pas mal la com au niveau des portes ouvertes. Ils disent oui, là on fait porte ouverte ce week-end, n'hésitez pas à passer et tout. Donc je vous mets le lien du Instagram les bâtards. N'hésitez pas à les follow, ils sont quasiment ils montent pas mal en ce moment, c'est cool, je suis content pour eux. Et le projet avance bien. En plus ils ont fait des résumés de leur chaque journée d'expédition, ils ont fait des résumés, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et en plus de ça, je trouve que l'Instagram est bien actif, bien entretenu et tout, donc voilà, c'est grave propre. J'aimerais bien, mais ils cherchent aussi tout ce qui est logistique. Bah en vrai, n'hésite pas à aller voir. La logistique, c'est toujours un truc important, que ce soit pour la nourriture, ça peut toujours les intéresser. Va voir et tu verras. Ils ont un site. Je crois pas qu'ils aient si, ils ont www.bâtard apparemment. Tout est sur leur Instagram, donc vous trouverez tout. Donc allez sur leur Instagram et il y aura toutes les informations qui seront dessus. Donc n'hésitez pas. Bâtard, c'est le nom du bateau. Non, Bâtard, c'est le nom Bâtard, c'est le nom de l'association. Parce que bâtard, ça veut dire bateau en vieux norrois. Voilà. Et en plus, il y a un petit jeu de mots en français, si vous l'avez bien capté. Merci beaucoup, Béornir. Merci pour le sub tier 2. Merci énormément. Merci beaucoup. Il y a un petit jeu de mots, si vous n'avez pas capté, par rapport à nous, les Français aussi. Je sais pas si vous l'aviez. Je sais pas, c'est pas sûr. Je ne note pas, évidemment, bien sûr. Donc non, aventure, moi je vous dis, j'ai passé une semaine vraiment exceptionnelle. Fatigante, j'avoue, parce qu'on dormait pas tant que ça. On faisait beaucoup de navigation et finalement la mer, ça creuse. Ça creuse, ça fatigue beaucoup. Aussi, pour éviter le mal de mer, on prenait des mers calmes. Oh oui, on prenait des petits trucs. Après, j'ai pas pris des mers calmes toute la semaine. Les mers calmes, si vous voulez, c'est des petits cachetons que vous prenez pour pas prendre le mal de mer. Ça a tendance à un peu fatiguer aussi. Même s'ils mettent de la caféine dedans et tout. Mais tu vas streamer les 3 mois en Atlantique? Non, je vais pas le faire, je pense pas. Je suis pas sûr qu'on aura de la connexion partout. Merci beaucoup d'Edzouille. Merci pour le 18e mois. Bon retour parmi nous. J'espère que les vacances se sont bien passées en excursion viking et finale apothéose à All-in. Oui, il faut que je vous raconte ça aussi. Porte ouverte tous les mois au Cal du Radoub régulièrement, c'est sorti. Porte ouverte tous les mois au Cal du Radoub et régulièrement des sorties pour les rameurs pour ramer sur la Garonne vers Adora. Toutes les infos sont publiées sur l'Insta. Voilà, merci beaucoup Doomgigs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah, attendez, je vais faire juste un petit truc. Tac. Ah oui. Papa. C'est beaucoup très égaux. Merci pour le 38e mois d'abonnement. C'est pas trop lourd, je lance notre secrétaire préféré. Non, ça allez, écoutez, on a fait. Hein. All-in Jiffy, on va en parler. Il y a un streamer français qui stream ses voyages en voile dans la Méditerranée. Ah ouais, sérieux, il arrive à connecter son truc? Après, avec Starlink et tout, c'est pas impossible. Ah, je suis un bateau viking en plein milieu de l'Atlantique. Si t'es pas encore obligé de dormir sur les ponts, Twitch n'est pas fait pour toi. Non, mais on va faire ça. En live avec un bateau viking. Non, mais clairement, on va faire... Le bateau viking, après, je sais pas si je vais sortir un vlog, j'ai filmé pas mal de trucs sur mon appareil. Parce que je me suis un peu mis à la photo aussi pendant les vacances, là. J'avais envie d'apprendre un peu ça, pour notamment les docus, ça pourrait aider, je trouve, en termes de compo et tout. Et du coup, j'ai pris quelques photos, quelques plans pour faire des petits montages. Je sais pas si on va faire un vlog encore sur YouTube, mais c'est pas impossible.
Faut que je vois ce que j'aurais. Faut que je vois comment est-ce que comment est-ce que je peux récupérer tous les plans filmés par Alex et tout. Bah, bref, on verra. Mais bon, bref, incroyable. Moi, je suis trop content d'avoir fait ça. Et je comprends. Alors, je comprends d'une certaine manière, mais ce qui était cool sur le bateau, c'est qu'il y a des moments où tu pouvais vraiment un peu t'isoler, tu vois. Il y avait vraiment des moments où tu pouvais être tranquille, où tu pouvais juste te poser et juste regarder la mer. Et ça, c'était tellement agréable. Et en fait, je comprends les mecs qui font le Vendée Globe et qui partent tout seuls pendant des mois, quoi. Qui partent tout seuls des mois. Alors, je comprends. Jusqu'au moment où tu arrives au niveau de l'Antarctique et que tu joues ta vie à chaque instant. Mais je comprends ce côté, quand t'es seul au milieu de nulle part. Parce que des fois, sur le bateau, t'as l'impression d'être seul. Tu peux te mettre un peu tout seul. Et c'est tellement reposant, rafraîchissant. Tu te retrouves tout seul avec toi-même. T'es en mode, c'est fou. Enfin bref, c'est dingue, quoi. J'ai l'impression d'être un Parisien insupportable qui découvre, qui peut vivre à la campagne. Mais bon, c'est très réel. Et la Norvège est un pays magnifique. Vraiment, ce qui était fou, c'est que je me baladais dans des endroits et il y avait vraiment des villages où il y avait 3 maisons, littéralement 3 maisons. Et je me disais, ok, là on est l'été, donc il n'y a pas de neige et tout, mais je me dis quand même, on est dans un endroit où la nuit, c'est quand même 22 heures de nuit sur 24. Il y a de la neige de partout. Je me dis quand même, c'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie d'être là tout seul au milieu de nulle part en Norvège, faut kiffer, quoi. Et sachant que c'est un pays quand même assez grand, avec seulement 5 millions d'habitants, c'est un monde relativement hostile. Mais bref, c'était vraiment génial. Je veux des nouvelles de mon cache-cou. Ah, c'est Cadouche. Je ne sais pas où est le cache-cou. Je ne sais pas où il est. Parce que tu m'avais prêté un cache-cou et je ne sais pas où il est. Mais je serais obligé de t'en acheter un et de te l'offrir. Il faut qu'on se revoie à Toulouse de toute façon. Yo, tonton Basile. Il y a très bien cette sensation. Je regarde le stream voile de Gaspard TV sur Twitch. Ah ouais? Non, mais c'est tellement kiffant. Tellement kiffant le. Yo, Mr. Hawking, comment il va? Non, mais c'était. Bref, la voile, c'était incroyable. Et n'hésitez pas à aller, du coup, voir les copains des bâtards si vous voulez découvrir, si vous voulez voir quel est leur projet, comment ils le mènent. C'est fou. Et parfois, je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font, mais c'est vraiment zinzin. Et c'est génial. Moi, je trouve que le projet est juste fou. Et j'irai les voir cette année, c'est sûr, voir le chantier et tout. Et en plus, j'en profiterai pour aller voir un match à Ernest Vallon.